Bonjour à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par ZeroPref. Pendant les vacances, mon frère reste généralement dans sa chambre et s'occupe de ses affaires. Il n'aime pas interagir avec les gens et reste dans sa chambre à regarder des animés. Quand les vacances scolaires arrivent, ma mère nous donne des tâches à faire, comme sortir les poubelles, faire la vaisselle et passer l'aspirateur dans la maison. Il voulait sortir les poubelles, mais ma mère lui a demandé de passer l'aspirateur dans la maison pour faire de l'exercice. Il est en surpoids, mais pas obèse. Il a protesté, mais a perdu face à ma mère. Le lendemain, à 5h du matin, il nous a tous réveillés en passant l'aspirateur dans la maison. Ma mère lui a demandé ce qu'il faisait, et il a répondu qu'il passait l'aspirateur dans la maison. Ma mère n'était pas impressionnée, et lui a dit d'aller dormir. Mais à 5h30, il nous a réveillés à nouveau avec l'aspirateur. Il a prétendu avoir dormi 30 minutes et être impatient de passer l'aspirateur dans la maison. Ma mère a alors cédé et lui a dit de simplement sortir les poubelles tous les matins. Il faut quand même saluer la détermination de ce garçon à se lever aussitôt juste pour enquiquiner sa mère, et le reste de sa famille au passage. L'histoire suivante est postée par Artofrost. Je travaille dans un centre de données réglementé par une entreprise militaire. Nous avons une politique très stricte interdisant l'utilisation des téléphones. Comme cette politique a été mise en place par l'entreprise, elle prime sur la position de chacun au bureau. Mon poste de travail est situé près de celui de mon patron, qui dispose d'un bureau. Quand il arrive, il enchaîne les réunions, donc en général, il arrive, pose ses affaires et repart pour la journée. Le problème, c'est qu'il a la fâcheuse habitude de laisser son téléphone sur son bureau, en mode sonnerie. Donc quand son alarme se déclenche, elle couvre tous les autres bruits. Je suis administrateur système, donc mon travail consiste à aider les utilisateurs à accéder à nos systèmes. Cela implique notamment de les appeler, et quand je le fais, ils me disent tout le temps qu'ils ne m'entendent pas à cause de l'alarme. Nos clients sont répartis dans le monde entier, et certains ont même jugé cela irrespectueux en raison de tous les bruits de fond. Un jour, lorsque mon patron a suivi sa routine habituelle en partant, je lui ai demandé s'il pouvait éteindre son alarme, car je recevais des plaintes des utilisateurs. Mon garçon, quand tu seras à ma place, tu pourras faire ce que tu veux. Alors tais-toi et fais ce pourquoi je te paie. Je n'ai pas le choix, car je ne sais honnêtement pas quoi faire dans cette situation. Quoi qu'il en soit, il part, et je continue. Je reçois un appel d'un de nos principaux clients au Japon au sujet d'utilisateurs qui ont des difficultés à accéder aux applications. Au milieu de cet appel, l'alarme du téléphone de mon patron se déclenche à nouveau, et l'utilisateur commence à se plaindre de la qualité de l'appel. J'en ai eu assez, et j'ai demandé à l'utilisateur de me laisser quelques secondes pour que je puisse désactiver l'alarme du téléphone. Évidemment, je ne peux pas accéder au téléphone, alors j'appuie sur n'importe quelle touche, ce qui désactive généralement les alarmes. Pendant que je fais cela, mon patron entre et me surprend. Mais qu'est-ce que tu fous dans mon bureau ? Je devais fous le camp d'ici et ne touche plus jamais à mes affaires, sinon tu es viré, espèce de sous-traitant puant. Monsieur, nos clients japonais se plaignent du bruit de fond et de la qualité des appels. Tu m'as entendu, ne touche pas à mes affaires et laisse-les se plaindre, c'est moi le patron ici. Il a également ajouté que si quelqu'un voulait le défier, qu'il n'hésite pas. Je suis patient, mais à ce moment-là, j'étais en colère. Je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai baissé les yeux vers mon bureau et j'ai vu un voyant clignoter, indiquant que quelqu'un était au téléphone. J'avais complètement oublié le client à l'autre bout du fil. J'ai décroché le téléphone et désactivé le mode silencieux pour que l'utilisateur puisse m'entendre à nouveau. Avant même que l'utilisateur n'ait pu parler, l'alarme de mon patron s'est mise à sonner. L'utilisateur a fini par raccrocher, frustré. C'est là qu'est apparue l'idée de l'obéissance malicieuse. J'ai eu la brillante idée que si je pouvais convaincre suffisamment d'utilisateurs de se plaindre du téléphone, quelque chose pourrait se passer. Environ 80% des appels que je prenais étaient accompagnés du bruit de l'alarme en arrière-plan. Je suis allé jusqu'à rapprocher ma chaise le plus possible de la porte de mon patron afin que l'alarme soit aussi forte que possible. Les utilisateurs me suppliaient de l'éteindre, mais je leur disais que je ne pouvais pas. Honnêtement, je n'essayais pas d'être méchant avec les utilisateurs, mais j'avais les mains liées et mon patron ne faisait rien. Je devais soit partir, soit le faire partir. Les utilisateurs continuent à se plaindre. Je continuais à refuser de toucher au téléphone. Ils ont commencé à laisser des commentaires négatifs à mon sujet, jusqu'au jour où j'ai reçu un mail me convoquant chez notre responsable des ressources humaines pour discuter de mes performances.
Alors que nous passions tout en revue, j'ai fait remarquer que c'était le téléphone de mon patron et que c'était ce dont se plaignaient les utilisateurs. J'ai mentionné que je ne pouvais pas y toucher non plus et qu'il menaçait de me licencier. Le représentant des ressources humaines est resté bouche bée. On ne m'a pas dit immédiatement ce qui allait se passer, mais à la fin de la journée, j'ai reçu un autre mail m'informant que le patron ne travaillait plus là et me demandant de désactiver ses comptes et de récupérer sa carte d'accès. J'ai traité cette demande avec un grand sourire. J'ai appris plus tard que c'était le téléphone et non son langage grossier qui lui avait valu d'être licencié. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes pris avec votre téléphone dans un lieu sécurisé, ils le confisquent et ne vous le rendent pas en raison du risque de compromission des données. Il avait un tout nouvel iPhone 11 Pro Max. Oui, l'histoire date un peu. On est tous d'accord que le patron d'Opi essayait juste de le faire virer, parce qu'il n'y a aucune raison de laisser ton téléphone là où il n'est pas censé être avec une alarme qui bip toute la journée. En tout cas, bien joué Opi, bien joué. L'histoire suivante est postée par DoublePixJJ. Il y a plusieurs années, je suis allé rendre un livre à la bibliothèque et j'ai découvert qu'une boisson s'était renversée dessus dans mon sac. La bibliothécaire chargée des retours a soupiré et m'a dit qu'elle devait l'emporter pour faire évaluer les dégâts. Bien sûr, j'ai dû payer le livre. Après une éternité passée à vérifier, faire la queue et rechercher le prix dans le système, j'ai payé 13,50 £, alors que le prix de vente conseillé imprimé au dos était de 8,99 £. Elle prend le livre et s'apprête à le jeter dans le bac des retours avec tous les autres retours normaux lorsque je lui dis « Attendez, je l'ai payé, c'est mon livre maintenant !» Elle hausse les épaules, répond que oui et commence à retirer l'autocollant, propriété de la bibliothèque municipale. En tirant dessus, elle déchire la page. « Wow, ne détruisez pas mon livre !» Elle me lance un regard noir, comme si j'allais trop loin et continue à tirer. Pour la seule fois de ma vie, mon cerveau fonctionne assez vite pour que je réponde « Si vous abîmez mon livre, je devrais vous le facturer ». Elle pousse un cri aigu et se précipite dans la zone réservée au personnel, puis revient avec son patron qui me met le livre dans les mains et me dit « Prenez-le et partez !» Une réponse tout à fait adéquate, Opi. Et dans les commentaires, on a une histoire semblable qui est postée par Tangled Up Life. Ma mère a fait ça une fois, avec un manuel scolaire. Le proviseur adjoint était vraiment horrible. Ma mère est allée voir le proviseur à la place une fois, et à partir de là, le proviseur adjoint l'a détesté. Ma mère avait 5 enfants à l'école, donc ils se disputaient assez souvent. Mon frère a été accusé d'avoir endommagé un livre. Il était tellement abîmé que ma mère a dû payer le prix de remplacement. Il était vraiment endommagé, mais pas complètement détruit. Ma mère s'est disputée plusieurs fois avec le professeur, puis a été envoyée devant le proviseur adjoint. Elle s'est rendue au bureau et a fini par payer le livre. « Bon, je voudrais récupérer mon livre, s'il vous plaît. »« Mais nous allons l'utiliser à nouveau l'année prochaine. »« Vous venez de me le facturer parce qu'il était trop abîmé pour être utilisé l'année prochaine. Je l'ai payé et je voudrais récupérer mon livre, s'il vous plaît. » Le proviseur adjoint lui tend à contre-cœur. Ma mère arrache toutes les pages du livre et les jette dans la poubelle du bureau du proviseur adjoint. Merci. Très belle action de la part de ta mère, Opi. Les établissements, ils aiment bien faire ça. Vous facturez des livres alors qu'ils vont les utiliser l'année prochaine. Si vous le facturez, vous payez pour, donc vous le prenez. Et c'est vrai quoi, s'ils vous facturent le livre, autant que l'élève qui arrive derrière vous, il ait un livre neuf plutôt que votre livre éclaté. L'histoire suivante est postée par Eric Cartmenez. À 19 ans, fraîchement diplômé du lycée, ou l'équivalent dans mon pays, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de la vie. La seule chose que je savais, c'est que j'avais besoin d'argent. Alors j'ai commencé à postuler à toutes sortes d'emplois. Après quelques semaines passées à rédiger des candidatures, à passer des entretiens et à attendre nerveusement les réponses, j'ai été embauché comme assistant commercial à temps plein dans une entreprise internationale fabriquant des smartphones, des téléviseurs et d'autres gadgets électroniques. Cette entreprise était en train d'ouvrir son premier magasin officiel dans mon pays, et comme j'avais été embauché environ 3 mois avant l'ouverture, je les ai aidés autant que possible. J'ai créé des pages d'information, et essentiellement des affiches présentant tout le matériel contenu dans un appareil accompagné d'une photo, traduit des manuels, apposé des étiquettes de sécurité sur les produits, etc. Je faisais tout ce qu'on me demandait, parfois jusque tard dans la nuit, pensant encore naïvement que cette initiative serait peut-être récompensée d'une manière ou d'une autre. Outre moi, 4 autres personnes ont été embauchées, 3 autres assistants commerciaux et un directeur de magasin. Tous jeunes et ambitieux, tout comme moi. L'inauguration s'est très bien passée.
Les affaires ont été florissantes pendant les 2 premières semaines et tout semblait aller pour le mieux. C'est là que les problèmes ont commencé. Nous avons d'abord réalisé que nous n'avions pas de directive sur la manière de traiter les retours et les cas de garantie. Comme les appareils électroniques de l'entreprise étaient disponibles en ligne bien avant l'ouverture du magasin, certaines personnes ont commencé à apporter leurs appareils pour les faire réparer ou échanger, et nous ne savions pas comment gérer ces situations. Cela a énervé beaucoup de clients, et le fait de leur dire que seuls les appareils achetés dans notre magasin seraient pris en charge sous garantie n'a fait qu'empirer les choses pour nous. Nous étions quotidiennement victimes d'insultes, allant des jurons aux menaces de mort. Une fois, nous avons même dû appeler la sécurité, parce qu'un client nous menaçait. Ce stress a poussé l'un de mes collègues à démissionner, ce qui est compréhensible. Mais ce n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg. Parmi les autres problèmes que nous avons rencontrés, citons une salle de pause sans accès à l'eau potable, sans réfrigérateur, sans micro-ondes, et bien sûr, sans toilette. Toute chose indispensable là où je vis. Les réapprovisionnements étaient au mieux sporadiques, parfois 2 fois par semaine, parfois pas pendant 3 semaines. Ce qui nous rendait la tâche très difficile pour indiquer à nos clients quand leurs appareils allaient arriver. Le directeur du magasin était tellement incompétent qu'il n'arrivait même pas à établir nos plannings 3 jours à l'avance, alors qu'il est obligatoire de les communiquer 2 semaines à l'avance. Un de mes collègues a décidé de tout envoyer balader environ 1 mois après notre grande ouverture et s'est mis en arrêt maladie, ce qui, là où je vis, vous immunise pratiquement contre le licenciement. Nous nous sommes donc retrouvés à 2 de moins. Les patrons à l'étage voulaient apparemment que nous fournissions une assistance technique par téléphone, ce pourquoi aucun d'entre nous n'avait été formé. Nous avons fait de notre mieux, mais cela n'a fait qu'augmenter le nombre de menaces et faire bloquer systématiquement le numéro de téléphone officiel du magasin par ses clients. De plus, on attendait de nous que nous prenions également en charge la communication sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait que nous devions désormais répondre aux questions sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ce qui mettait encore plus de pression sur notre petite équipe. Au final, le directeur n'a plus supporté le stress et s'est effondré environ 2 mois après l'ouverture. Il a même suivi une thérapie après avoir démissionné. J'étais triste de le voir partir, mais je me suis dit que le moment était venu pour moi de faire mes preuves. J'ai repris la plupart de ses fonctions, tout en continuant à gagner environ la moitié de ce que gagnait le directeur. Naïvement, j'ai travaillé 60 à 70 heures par semaine pendant près de 3 mois d'affilée, pensant toujours que cela finirait par porter ses fruits. Je me suis assuré de dire à mes patrons que je faisais beaucoup plus que ce qui était prévu dans mon contrat, mais ils ne semblaient pas s'en soucier. Du moins jusqu'à ce que nos chiffres de vente chutent. Tout à coup, 2 d'entre eux sont venus au magasin à l'improviste, m'ont pratiquement traîné dans l'arrière-boutique et ont commencé à me faire la leçon sur les mauvais résultats du magasin. La conversation s'est déroulée à peu près comme suit. Alors, pourquoi diriez-vous que les ventes du magasin ont tellement baissé depuis le départ de l'ancien directeur? Eh bien, beaucoup de clients sont mécontents de la façon dont nous... Nos produits sont très compétitifs, pourquoi avez-vous encore du mal à les vendre? Eh bien, monsieur, comme j'essayais de le dire, les clients ne sont pas satisfaits de notre service et il est presque impossible de gérer un magasin avec seulement 2 employés. Si nous pouvions embaucher 2 assistants supplémentaires, nous pourrions peut-être mieux nous concentrer sur nos chiffres. Les entretiens pour ces postes sont en cours, vous aurez bientôt de nouveaux employés, mais vous avez été embauché pour une raison, alors faites votre foutu travail, d'accord? Oui, monsieur. Après cette réunion, je me suis senti vaincu. Tout ce travail supplémentaire, les heures supplémentaires, la responsabilité de choses qui ne me concernaient pas, les menaces, l'incertitude, le stress, le manque de sommeil, tout cela pour rien. C'est alors que j'ai compris qu'ils aillent se faire mettre. Ils voulaient que je fasse mon travail. Très bien. À partir de maintenant, je ferai exactement ce que disait ma description de poste. Ni plus, ni moins. Le lendemain, je suis arrivé tôt. J'ai ouvert le magasin. Tout était normal. Jusqu'à ce que le premier appel du support technique arrive. J'ai décroché le téléphone et après avoir écouté ce que voulait l'appelant, je lui ai dit que je n'étais qu'un assistant commercial et que je n'étais donc pas qualifié pour répondre à ses questions. Après avoir raccroché sans dire au revoir, un facteur est entré avec des documents spéciaux pour le gérant du magasin qui devaient être signés. J'ai répondu que non, désolé, je ne signerai pas ça, je ne suis pas le gérant. Après avoir été informé qu'il s'agissait de documents judiciaires qui devaient être signés immédiatement, j'ai simplement haussé les épaules et répondu « C'est pas mon problème, je fais juste mon travail, mec ».
Plus tard dans la journée, après l'arrivée de mon collègue, nous avons reçu une livraison de nouveaux produits pour le magasin. Le livreur m'a remis le bordereau de livraison et m'a demandé de le signer. J'ai de nouveau refusé, en expliquant que je ne faisais que mon travail et que c'était au responsable de signer. Après lui avoir clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de responsable sur place, il est parti, emportant avec lui tous les nouveaux produits dont nous avions désespérément besoin. Mais à ce stade, je m'en fichais complètement. Environ 15 minutes plus tard, j'ai reçu un appel du patron numéro 1 qui me demandait pourquoi personne n'avait signé le bon de livraison. Je lui ai répondu que, comme il n'y avait pas de responsable sur place, personne n'était autorisé à signer ce document. Après quelques mots bien choisis, il a raccroché et je suis retourné au travail, discutant avec les clients et me fichant de tout. Une demi-heure plus tard, les patrons 1 et 2 sont venus me voir. Ils se sont précipités dans le magasin pour exiger une explication de mon comportement. J'ai simplement répondu « Je fais juste mon travail, monsieur, comme vous me l'avez demandé. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors pourquoi personne n'a accepté la livraison d'aujourd'hui, ni les documents que nous t'avons envoyés? Eh bien, c'est le travail du directeur. Je ne suis pas directeur. Bien sûr que si, bon sang, de quoi tu parles? Non. Non seulement mon salaire est assez maigre pour tout le travail que je fais, mais mon contrat stipule clairement que je suis assistant commercial et qu'à ce titre, je ne dois remplir que les fonctions liées à ce poste. Et qui est censé faire le travail de manager si ce n'est pas vous? Je ne sais pas, mais je le ferai volontiers si vous doubliez mon salaire, bien sûr. Pour qui vous prenez-vous? Nous pouvons vous remplacer par quelqu'un de moins cher en un clin d'œil. Très bien, allez-y, je démissionne avec effet immédiat. Au revoir. Et puis je suis parti. Mon collègue restant, en apprenant ma démission, a également démissionné immédiatement, laissant nos anciens patrons bouche bée, sans aucun employé pour gérer leur magasin. J'avais également pris la liberté d'informer le Conseil de santé et du travail de nos conditions de travail, et j'avais obtenu des conseils juridiques pour certaines questions liées au non-paiement des primes. Le magasin a finalement dû fermer complètement pendant environ 2 semaines, jusqu'à ce qu'une équipe réduite soit reconstituée pour le faire fonctionner. Le comble, environ 1 mois après ma démission et alors que mon procès pour salaire impayé était en cours, j'ai reçu un appel du patron numéro 1, qui m'a dit qu'il voulait accepter mon offre de doubler mon salaire pour devenir directeur du magasin. Il m'a dit que personne ne voulait prendre le poste, maintenant que tout le monde savait à quel point les conditions de travail étaient mauvaises dans le magasin. La conversation suivante s'est alors engagée. Franchement, patron 1, j'ai utilisé son prénom juste pour l'énerver. Je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi, donc j'ai bien peur que si vous vouliez que je revienne, vous allez devoir quadrupler mon salaire initial. Quoi? Vous êtes fous? Nous ne pouvons pas nous le permettre. Comment sommes-nous censés? Je m'en fous, patron 1, vraiment. Mais j'ai une idée. Et si vous retiriez votre tête du derrière de patron 2 et que vous faisiez simplement votre foutu travail? Clic. Ah, tu lui as bien fait manger ses mots, Pi. Bien joué. J'espère pour toi que le procès aboutira en ta faveur et que tu pourras au moins récupérer une partie de l'argent qu'ils te doivent. Morale de l'histoire, faites ce qui est demandé dans votre fiche de poste et si vous faites des heures supplémentaires, assurez-vous qu'elles soient payées. L'histoire suivante est postée par RDE42. Contexte. En 2010, j'ai subi l'ablation de mon œil gauche à cause d'un cancer. Ce n'est pas très grave, mais évidemment, mon champ de vision de ce côté-là n'est plus tout à fait le même. Mais revenons à notre histoire. Je me suis rendu dans un magasin de proximité pour acheter quelques articles. C'est un tout petit magasin. Il n'y a pas vraiment d'endroit où faire la queue. Juste 2 allées étroites devant le comptoir, perpendiculaires l'une à l'autre. J'ai rassemblé mes achats et je me suis dirigé vers le comptoir au moment où quelqu'un le quittait. J'ai entendu un petit bruit sur ma gauche et j'ai réalisé que je m'étais placé devant quelqu'un qui attendait dans l'autre allée. Je me suis excusé, j'ai reculé et j'ai dit « Je ne vois pas de ce côté ». Le type a souri, mais il est clair qu'il ne me croyait pas et qu'il voulait me le dire, même s'il ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'il était accompagné d'une jeune fille, probablement âgée d'une dizaine d'années. On sentait un « Eh bien, prouve-le » flotter dans l'air. J'étais d'humeur idiote. J'ai donc retiré mon œil prothétique et le lui ai montré. Il a été un peu choqué. La fille a trouvé ça cool. J'ai remis mon œil et l'ai laissé finir ses achats. Ça doit faire tout drôle quand même quand il y a quelqu'un qui sort son œil comme ça pour te le montrer. L'histoire suivante est aussi postée par RDE42. C'est une histoire qui remonte à longtemps. J'avais environ 17 ans à l'époque. Contexte. Je n'avais pas de bonne relation avec mon père. C'était un maniaque du contrôle et une brute. Cela deviendra pertinent beaucoup plus tard.
J'étais cadet dans la Royal Marine au Royaume-Uni et j'avais atteint le grade de caporal, ce qui signifiait que j'avais sous mes ordres une section de 6 ou 7 cadets. Nous nous rendions parfois en caserne pour des stages d'entraînement de quelques jours. L'une de ces visites nous a menés à la caserne de Deal, dans le Kent. Nous avons eu un exercice de nuit qui consistait à bivouaquer dans les bois. Nous étions tous installés et avions du temps libre avant le début de l'exercice, alors nous nous détendions. On nous avait bien sûr dit, comme toujours, de garder nos fusils avec nous à tout moment, sinon... Après avoir été appelé de toute urgence, ce qui était peut-être prévu, j'ai constaté que mon fusil avait disparu. C'était ma faute, mais comme je l'ai dit, je pense que c'était un coup monté. Cela s'est confirmé lorsque, moins de 2 minutes plus tard, le commandant, un adulte, est arrivé pour une petite inspection. Bien sûr, mon fusil avait disparu, et d'après son ton satisfait, j'étais certain qu'il était responsable. Il m'a dit que j'avais intérêt à le retrouver avant le début de l'exercice, sinon j'aurais de gros ennuis. J'ai réuni ma section et j'ai élaboré un plan simple. Ils sont tous partis, se sont dispersés et ont fait semblant de s'entraîner pour l'exercice. Puis ils se sont disputés, à environ 50 mètres de la tente du commandant. Bien sûr, égal à lui-même, il a dû s'en mêler. Pendant ce temps, j'avais rampé hors des bois jusqu'à l'arrière de sa tente. La nuit tombait et je connaissais mes techniques de survie. J'ai délacé l'arrière de sa tente, récupéré mon fusil, tout relacé, puis je suis retourné à mon bivouac dans les bois. Un peu plus tard, le commandant est arrivé et m'a demandé avec un sourire narquois si j'avais mon fusil. « Oui monsieur », ai-je répondu en le lui montrant. Bien sûr, il a pensé que je l'avais emprunté à quelqu'un d'autre. Alors, il les a tous vérifiés. Il n'en manquait aucun. Il est retourné à sa tente, perplexe, pour constater qu'il n'y avait pas de fusil. Il ne pouvait rien faire. J'avais obéi aux ordres et récupéré mon fusil. Voici le plus incroyable. Le commandant était mon père. Bien joué à toi et à tes cadets, Hopi. Ça a dû faire les pieds à ton père. L'histoire suivante est postée par Your Pokémon. Mon colocataire et moi fréquentons une université où nous avons droit à 250 pages par semestre à imprimer. Comme nous avons notre propre imprimante, nous n'avons pratiquement pas utilisé ce droit. Alors nous sommes allés à la salle d'impression et avons demandé si nous pouvions avoir nos 500 pages. Ils nous ont répondu que ces pages étaient uniquement destinées à l'impression et ne correspondaient pas à la quantité de papier à laquelle nous avions droit. Nous avons donc accepté. Nous nous sommes ensuite rendus à 2 des ordinateurs de la salle d'impression. Nous avons ouvert un document Word vierge et avons imprimé nos pages. Nous sommes ensuite sortis avec cette épaisse pile de papier sans que personne ne s'en aperçoive. Il n'y a pas eu de conséquences et il n'y en aura probablement pas. Et dans cette histoire, je pense que tout le monde suivait le règlement à la lettre. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser le like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous, et en plus, ça fait tourner l'algorithme. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.